Avec nos prochains invités, nous allons continuer à parler de ces outils. Tout à fait. On va voir ensemble ce que pensent les professionnels de terrain qui travaillent au cœur des établissements scolaires. Et on va parler de l'appropriation des supports. Ah oui. Ouh là là là, c'est un mot un peu compliqué pour moi, mais j'espère que ça sera plus clair. Mais je n'en doute pas, dans un instant, Maëva, tu vas tout comprendre, je pense, à l'appropriation grâce à nos invités EES que j'invite à nous rejoindre. Maëva, tu restes avec nous. Et bonjour. Alors, si je ne me suis pas trompée, je vais me tromper, je sens. Non, on a Mélanie, on a Christine, qui, comme l'écran ne l'indique pas, Christine Calmels, qui est chef de service du DAM Borromée 2B dans le DPEP 28, puisque Nadège Breton est bien désolée, elle est malade, je crois, hein, c'est ça aujourd'hui. Et donc, elle n'est pas venue. Et puis, à leur côté, Alice Flamand qui s'installe, qui est directrice de l'école de Baudreville. Et Noémie Lehoux a eu comment on peut dire ça, un empêchement. Merci, hein, merci, Anna Kissiv. Un empêchement, elle ne peut pas être avec nous cet après-midi. Mais c'est pas grave, on est déjà très contente de vous avoir et ça ira très bien pour discuter de ces outils, de ce kit Cap École que nous a présenté Éléonore. Et alors, pour commencer cette discussion, on va voir ensemble, alors je crois que Christine et Mélanie, vous avez déjà un certain moment que vous testez concrètement l'école pour tous avec le dispositif, notamment les dames, un dispositif d'accompagnement médico-éducatif. Et j'ai envie qu'on commence par ça, par savoir un petit peu comment vous testez ça au quotidien, quel est votre quotidien, et on va venir sur le lien avec les outils. Alors, qui veut commencer pour nous parler de sa réalité dans l'établissement scolaire? Normalement, il marche, il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire, c'est bon. Ouais, Alors, bonjour à tous. Donc, je suis Mélanie Mathieu, je suis coordonnatrice pédagogique au DAM André Braud de Luisan. Alors, je suis arrivée anciennement, c'était l'IME, André Braud de Luisan. En 2017, on était encore en IME où j'avais une classe externalisée en école primaire. Ensuite, donc je voyais déjà, j'avais le matin à l'école et l'après-midi en structure. Et j'avais déjà remarqué que les élèves, le matin, se comportaient correctement, adaptés, imitaient leur père. Et il y avait très peu d'inclusion dans les classes, quasiment aucune. Et ensuite, on m'a pris mon poste parce que je n'étais pas spécialisée. Donc, je suis partie en Ulysse. Et en Ulysse, là, j'ai commencé à travailler un petit peu l'inclusion scolaire. J'étais au sein d'une école et je travaillais l'inclusion. Et l'année suivante, je suis revenue à l'IME qui se transformait en DAM. Et du coup, là, on m'a demandé d'aller dans une école et d'inclure des enfants très déficients. Et donc, ça a étonné tout le monde, hein, les enseignants, moi-même, les élèves, les familles. Et en fin de compte, petit à petit, ensemble, alors on parle beaucoup des besoins des élèves, on parle beaucoup, on a un petit peu parlé des besoins des familles aussi. Mais c'est un droit, en fait, à partir du moment où tout le monde considère que c'est un droit pour l'élève d'aller en classe, et on fonctionne tous à partir de l'élève. Voilà, on a parlé, vous avez parlé aussi de collaboration, de coopération avec le médico-social. Et en fait, moi, je partais de l'élève. Donc, à partir du moment où l'élève est dans une école, on va faire en sorte que ça se passe bien pour lui, que ça se passe bien pour tout le monde. Donc voilà, dans le kit, il y a beaucoup d'outils. Alors c'est des petits détails, hein, parfois. Dans le kit, vous verrez, on va vous parler de mettre en place un cahier de liaison commun. Mais on s'est aperçu qu'en fait, c'était essentiel parce que même les familles étaient perdues quand il y avait un cahier de liaison pour la structure, un cahier de liaison pour l'école, et que la communication était compliquée parce que tout le monde n'avait pas toutes les informations.
Donc voilà, quand on voyait que il y avait des bugs ou des manquements, et on réfléchissait ensemble à ce qu'on pouvait mettre en place pour éviter en fait tous ces obstacles, quoi. Voilà pour. Après, j'ai tellement d'exemples. Oui, on va y venir après. On va faire peut-être un premier petit tour de table. En plus, je me suis un peu perdue dans les prénoms, mais Alice, vous, ça fait aussi une dizaine d'années que votre école a testé le dispositif. Alors Enfin, oui, je pense que ça fait 10 ans qu'on a Voilà. accueilli le premier élève du DAM, donc avec la transformation des IME en DAM. Donc c'était un élève qui avait vraiment un profil un petit peu particulier, qui avait un retard dans les apprentissages assez important, puisque quand il est arrivé dans ma classe en CP, il avait un niveau préscolaire, quoi. Il avait un niveau avant la petite section. Donc ça pouvait faire peur à l'équipe, à moi-même. C'était un défi à relever. Il était dans ma classe 2 après-midi par semaine. Il était à l'UE à Voves un certain nombre d'heures aussi dans la semaine, et aux Dames de Luisan, donc le reste du temps. Donc il était sur 3 endroits différents. Alors on s'est quand même assez vite rendu compte que c'était peut-être pas une bonne idée, comme disait Madame Grimoin tout à l'heure, le fait qu'il soit éclaté entre 3 lieux différents avec beaucoup de personnes autour de lui. Mais du coup, au fil de sa scolarité avec nous à Baudreville jusqu'au CM2, ça s'est mis en place. Le DAM s'est mis en place correctement. Puis c'est devenu pas l'élève du DAM. Au départ, c'était l'élève du DAM. Et puis après, à la fin, et puis maintenant, c'est les élèves de l'école qui ont un accompagnement DAM en fonction de leurs besoins, mais c'est plus les élèves du DAM. Et je me suis un petit peu perdue, mais cet élève-là, maintenant, il est en 3e. J'ai régulièrement de ses nouvelles parce que on est forcément attaché à lui. C'est un élève qu'on suit, puisque voilà, on suit son parcours. Il commence à lire là en 3e, donc voilà, quelle fierté pour nous de voir les progrès qu'il a fait. Et puis il est parfaitement intégré avec ses camarades. Apparemment, il a des copains. On le remarque pas particulièrement dans la cour de récréation. Il n'est pas tout seul, donc voilà, le début du DAM, ça s'est fait comme ça. Mais ça a été un chemin, en fait. Ça n'a pas commencé. C'est pas devenu le DAM d'aujourd'hui en un claquement de doigts. Ça a été beaucoup de travail, beaucoup de remises en question, des doutes parfois, parce que c'est pas facile en fonction des années. Moi, je suis directrice d'école avec cet enfant-là. Des fois, il y avait des années avec des enseignants. C'était pas facile tous les jours. Mais voilà. Mais le résultat est beau parce qu'il est vraiment, il est autonome. Il va même au collège tout seul. Il a ses copains du collège. Même dans le village, il se balade tout seul. Et puis il vient me voir régulièrement à la sortie de l'école le lundi. Et c'est vrai qu'au départ, jamais on n'aurait cru qu'il rentrerait dans la lecture, en fait. Et il y a eu un déclic, c'était l'année dernière. L'année dernière, il y a eu un déclic, et puis il a dit à l'enseignante, moi je veux apprendre à lire, quoi. Et du coup, il y arrive. Il est en train d'y arriver. J'ai des petites vidéos de temps en temps. Alors, je vous propose qu'on écoute aussi Christine. Je vous voyais hocher la tête. J'imagine que ça fait écho aussi. Ça résonne effectivement. Moi, je suis arrivée sur le DAM Borromée de B de l'UC en 2019, donc effectivement plutôt au début du mouvement aussi. Et je vous entendais parler de la difficulté d'accueillir le premier élève. Voilà, je me souviens effectivement des premiers contacts avec les écoles. Où oui, c'est un monde tout nouveau que d'accueillir un enfant en situation de handicap dans une classe. Pour un enseignant du milieu ordinaire qui a ses programmes de classe, ses préparations qui sont déjà faites pour un niveau de classe, voir un enfant arriver avec un niveau complètement décroché, complètement différent, et se dire il va falloir quand même que j'arrive à l'intégrer dans le groupe pour qu'il soit un élève de la classe au même titre que les autres, ça nécessite quand même beaucoup de travail en amont. Et c'est là toute la plus-value du DAM, et je vous rejoins, ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. Il a fallu qu'on puisse travailler à cette appropriation des enfants comme enfants de la classe, avec les mêmes droits que les autres et les mêmes compétences, même si elles sont à des niveaux différents, pour qu'ils puissent vraiment continuer à développer de nouvelles choses à leur niveau. Et ce que dit Mélanie est très intéressant. On a beaucoup d'enfants qu'on a accompagnés à l'école sur lesquels on n'aurait pas parié il y a quelques années à une scolarité en milieu ordinaire, et qui aujourd'hui montrent des compétences. On a des enfants qui passent des CAP et qui auraient fait toute leur scolarité en IME il y a 5 ans.
Et je pense que ça, le kit, il a cette vocation de pouvoir poser un point de départ qu'on n'avait pas, nous, quand on a commencé, de se dire, on fait un autodiagnostic, on se pose avec l'école, on regarde ce qu'il y a déjà en place, ce qu'il n'y a pas, ce que chacun peut prendre comme part dans les outils, des choses à mettre en place, parce qu'on en parlait encore avec des collègues ce matin. Il y a des écoles avec lesquelles ça fonctionne bien, mais ça fait 10 ans qu'on travaille ensemble et qu'on fonctionne ensemble. Il y a des écoles qui en sont encore à accueillir les premiers enfants en situation de handicap et qui voient arriver un enfant autiste sortant du EMA dans leur classe en se disant « Oula, mais qu'est-ce qu'on va faire ?» Et le kit, il a vraiment, je trouve, cette plus-value de se dire on se pose tous autour de la table et ensemble on réfléchit à qu'est-ce qu'il faut pour que cet enfant il arrive à trouver sa place dans l'école. C'est vrai qu'en vous entendant, quand Alice signalait que ce jeune, je crois que c'est Noah dont vous me parlez, est arrivé très tôt, on retrouve, c'est le point numéro 2 de la charte des 7 principes fondamentaux qui est dans le kit. Et justement, j'aimerais votre expérience à chacune sur la façon dont vous avez participé finalement, plus ou moins loin, à l'élaboration de ce kit. C'est-à-dire, il y a eu très concrètement pour certaines d'entre vous les entretiens avec l'équipe de recherche, d'autres qui sont intervenus plutôt dans un second temps sur des retours et des remarques. Donc, qui c'est qui veut peut-être commencer avec ce lien avec l'étude dont a parlé Éléonore? Alors, moi, je vais dire que pour le coup, je ne suis pas très concernée parce Voilà. que je ma collègue, donc je n'ai pas participé à l'étude, donc je vais laisser parler. Mais peut-être, oui, avec Mélanie, ouais. Alors pour le coup, du jour au lendemain, on m'a dit, en fait, il y a une chercheuse qui va venir observer comment vous fonctionnez à l'école de Voves pour les élèves qui sont accompagnés par le DAM. Donc voilà, après on a travaillé ensemble pour mettre en place, adapter les entretiens pour les élèves, parce qu'au début, elle nous avait dit, j'aimerais bien poser telle et telle question. Donc on s'est regardé avec mes collègues, notamment je vois la psychologue Alison, où on s'est dit, si on pose la question telle quelle à l'élève, il ne pourra jamais y répondre, quoi. C'est pas possible. Et donc on a adapté les questionnements, on a mis en place des pictogrammes. Après on a réfléchi aussi à comment on allait, la modalité d'évaluation, quoi, pour qu'ils puissent répondre dans de bonnes conditions. Ça pouvait être en groupe, ça pouvait être en individuel. Donc voilà, on a aidé au questionnement, pour établir le questionnement pour les élèves. Et puis après, elle est venue, elle a observé, elle a interviewé mes collègues enseignantes, directeurs, les familles, les élèves des classes ordinaires, les AESH aussi, il ne faut pas oublier. Donc c'est important, Voilà. et c'est vrai qu'Éléonore l'a mentionné, à quel point, effectivement, c'était tous les acteurs concernés par la scolarisation de l'enfant qui ont participé, donc dès le départ. Et je dirais même, j'ai oublié, c'est un élément important, la Comcom, tous les agents de la Comcom, parce qu'on parle de l'école, la scolarisation, mais la scolarisation aussi, c'est la garderie, c'est la cantine, c'est le centre de loisirs, donc tous les personnels, même les dames de ménage, les agents de service, nos élèves sont repérés. En fait, après, ça crée vraiment un climat, c'est ce qui est noté à plusieurs reprises dans son article scientifique, c'est que ça crée vraiment un climat de bienveillance, quoi. Pas seulement auprès des élèves du dispositif, mais de tous les élèves de l'école, en fait. Alice, vous aussi, vous êtes intervenue dans la construction de ce kit, plutôt dans un second temps. Alors moi, tout à la fin, je pense à la dernière relecture, j'imagine, puisque c'était quasiment la version que je viens de lire aujourd'hui. Voilà, moi j'ai apporté quelques petites modifications dans des termes que je trouvais peut-être inappropriés, mais c'est tout. Moi je suis arrivée vraiment à la toute fin. Alors, est-ce à dire que du coup le kit vous paraît à toutes suffisant? Qu'est-ce que vous en pensez maintenant qu'il est là, que vous avez eu accès à ce kit, à tous les documents finaux? Alors suffisant, en tout cas moi il m'a l'air très intéressant. En tant que directrice d'école, je m'imagine tout à fait réunir toute l'équipe, vraiment l'équipe pluridisciplinaire, on va dire, avec les AESH, la communauté de communes pour le temps du midi, le périscolaire, les éducateurs, enseignants spécialisés. Je m'imagine tout à fait réfléchir autour de la table à la grille, par exemple. Alors après, peut-être qu'avoir un accompagnement, comme on disait tout à l'heure, ça serait peut-être intéressant, parce que peut-être que tout le monde ne peut pas se lancer comme ça à l'appropriation de ce kit, je ne sais pas.
En fait, c'est aussi traduire, comme on disait, c'était Monsieur Thomaset qui disait que, par exemple, le mot accessibilité n'est pas traduit de la même façon par tout le monde. Et je me suis aperçue, j'ai participé à un colloque à Toulouse et, par exemple, j'ai des collègues qui parlaient d'inclusion scolaire, mais en fait, c'était au sein de leur structure. Et du coup, là, j'ai dit, mais nous, on ne parle pas d'inclusion scolaire au sein de la structure, c'est pas possible. Voilà, je trouve que, il faut les accompagner dans ce sens-là parce que la traduction des termes, il faut les comprendre quoi aussi. Oui, il y a vraiment un enjeu, c'est que la thématique notamment de l'accessibilité n'est peut-être pas la même pour tous. Et Christine, vous étiez aussi en plus au colloque de Toulouse où il y a eu C'est déjà... ça, et pour rebondir sur ce que vient de dire Mélanie, effectivement, je pense que déjà le point de départ, et ça rejoint ce que vous disiez, c'est de se mettre d'accord sur les termes qu'on emploie, sur de quoi on parle. Et ce kit, il permet de poser des bases communes. Après, sur la question de est-ce qu'il est suffisant, je pense qu'en Eure-et-Loire, en tout cas, et vu l'état d'avancement dans lequel on en est, il va parler à beaucoup de gens. Maintenant, sur l'accompagnement d'autres structures qui seraient plus en retard, c'est pas très joli, mais en tout cas moins avancées dans la transformation, je pense que l'idée de personnes ressources qui vont pouvoir aider à venir s'emparer du kit, comprendre ce qu'il y a dedans, comprendre les termes, comprendre de quoi ça parle, ça va être vraiment important aussi pour soutenir cette migration à un niveau plus large. Oui, voilà, c'est ce dont on a parlé aussi, ce dispositif d'accompagnement qui est là, nécessaire avec le kit. Alors peut-être justement concrètement, sur un ou plusieurs des outils du kit qui vous a particulièrement parlé ou que vous utilisez plus spécifiquement ou qui vous paraissent... Alors utiliser, je sais que la plupart d'entre vous, autant vous avez participé au processus de création, autant vous ne les avez pas encore utilisés puisqu'ils viennent d'arriver. Mais qu'est-ce qui vous paraît, je ne sais plus, je crois que c'est peut-être Mélanie qui me disait que la grille était hyper intéressante. Donc voilà, il y a quand même des... Vous sentez déjà comment vous allez pouvoir les utiliser, les manier, peut-être les partager avec les autres professionnels ? La grille, elle est hyper intéressante. Ouais, elle apporte plein d'éléments vraiment concrets, en fait, très simples. Hein. C'est parfois très simple, mais c'est des éléments concrets pour que ça mette en place. Et comme Éléonore disait, c'est un mécanisme qu'on enclenche et du coup, on a cet effet-là, quoi. Donc, voilà, c'est réfléchir ensemble à ce qui pose problème, les obstacles qu'on rencontre. Et puis, quel mécanisme on va enclencher pour produire, par exemple, que l'élève se sente appartenir à une classe. Tout ce qu'elle a détaillé tout à l'heure, oui, c'est la réalité, quoi. C'est parce qu'il y a une relation avec l'enseignante, que l'enseignante, elle lui dise bonjour individuellement et de manière adaptée à l'élève, que l'élève, il va se sentir dans la classe, en fait. Et voilà, la grille, elle reprend beaucoup d'outils comme ça. Oui, et puis je trouve aussi, au-delà de la situation individuelle des enfants, que les affiches, et notamment celles sur les 7 principes fondamentaux là, qu'on a sous les yeux derrière vous, si elle était affichée dans les écoles, elle permettrait un débat avec les familles pour avoir des retours des fois de direction d'école qui, au cours d'échanges avec des parents d'enfants dits neurotypiques, peuvent être des fois pris à partie sur l'inclusion des enfants différents. Je me dis que finalement c'est une forme de charte qui pourrait venir aussi servir de support dans les écoles aux enseignants et aux directions d'école pour soutenir cette inclusion et le discours qui devrait être le discours national sur la place des enfants à l'école. Oui, c'est ça, c'est-à-dire que là on se dit qu'on a mis en lien tous les acteurs, mais finalement ceux qu'on n'a pas vraiment mis en lien, c'est les familles qui n'ont pas ces problématiques du milieu ordinaire, et que ce sera intéressant aussi de les inclure même complètement dans ce processus-là. Si on veut que les enfants à besoins particuliers soient des élèves comme les autres, il faut qu'ils aient leur place à l'école comme les autres et que les parents d'enfants en situation de handicap se sentent légitimes à être dans les écoles représentant des familles, à pouvoir avoir leur place aussi, et que finalement ce soit plus une question que la place des enfants différents à l'école, ce soit une normalité. Après 10 ans, je pense que c'est plus vraiment une question. Même des élèves vraiment qui ont un profil très particulier. Nous, il y a 3 ans, on a accueilli en CP un élève qui était scolarisé auparavant en UEMA, donc avec un profil quand même très particulier aussi. Et dès sa première année en CP, il était dans ma classe aussi, il a été invité à un anniversaire.
Et là, je me suis dit, waouh, c'est quand même une belle réussite. Ses parents sont venus me voir en me disant, il y a une erreur, ça doit être pour un autre enfant. Il ne peut pas être invité à un anniversaire. Je dis, si, il est invité à un anniversaire. Et il est allé à l'anniversaire avec ses parents, parce que bon, il ne pouvait pas rester tout seul, mais voilà, il est un enfant comme tout le monde. Ses parents sont représentants des parents d'élèves maintenant. Et c'est ça, il peut aller faire du sport au club de sport du quartier, il peut sortir le soir faire du vélo avec les copains de l'école, c'est un enfant comme un autre en fait. Voilà, après, c'est des défis, on ne va pas dire que c'est le monde des bisounours, c'est pas du tout facile tous les jours. Au quotidien, c'est difficile. On a son éducatrice spécialisée qui est ici, Mallory. Voilà, on sait qu'il y a des moments difficiles, mais surtout, on est une équipe. Et moi, ce que je veux dans l'école, en tout cas, c'est que personne ne se sente tout seul. On sait que si quelqu'un a une difficulté avec un élève, ils ne se sentent jamais tout seuls, parce que c'est important de ne pas être seul face à ces difficultés. Il faut que tout le monde se sente concerné dans l'école, en fait. Quand il y a un enfant comme ça, avec des besoins particuliers, il faut que tout le monde soit solidaire. Et c'est vrai que parfois, oui, on rencontre des situations très complexes, mais on s'est aperçu, après c'est l'expérience qui parle, mais des petits bouts, des petites victoires et qui amènent... alors ça met énormément de temps. Quand on propose un outil, il n'est pas efficient tout de suite. Parfois, il faut le réajuster, mais quand on a des petites victoires, après, ça peut amener vers quelque chose de très positif, quoi. Et puis, il faut rassurer aussi beaucoup parce que, par exemple, le personnel de cantine, au départ, elles avaient vraiment énormément d'appréhension à ce que cet élève vienne manger à la cantine. Il y avait même une dame qui m'avait dit, mais moi, je peux pas lui donner la main. Elle m'a pas dit qu'elle avait peur, mais oui, elle avait peur. Et puis maintenant, il n'y a aucun souci avec cet élève-là. Elle l'accompagne comme un autre. Je rebondis, vous disiez le terme efficient. Et c'est vrai que l'avantage aussi de ces outils, c'est qu'ils sont finalement facilement transférables en eux-mêmes. C'est-à-dire, c'est des outils simples. C'est une charte, et on a vu un questionnaire, voilà, qui peuvent paraître un peu complexes, mais qui sont quand même des outils que les gens vont pouvoir s'approprier. Et je m'excuse, Maëva, je sais que tu n'aimes pas ce terme s'approprier, qui est un peu compliqué, mais voilà, ils vont pouvoir les utiliser. En fait, tout le monde va pouvoir utiliser ces outils. Et d'ailleurs, sur les outils, quels sont les points un peu qui vous ont le plus marqué, qui peut-être où vous vous êtes dit, ah oui, ça c'est vraiment bien que ce soit identifié en tant que condition de réussite, en tant que quelque chose qu'on doit mettre en place parce que c'était un peu plus complexe. Et je sais qu'on avait parlé, alors peut-être avec Alice aussi, du fait que c'est compliqué aussi dans des écoles ou des établissements scolaires qui sont un peu isolés. C'est d'autant plus difficile. Et du coup, rappeler des choses qui peuvent paraître peut-être simples à d'autres endroits, mais qui pour vous sont extrêmement importantes. C'est en fait l'éloignement, vous parliez d'écartèlement tout à l'heure, ou d'éclatement en tout cas. Voilà, ça c'est quelque chose à rappeler parce que c'est pas si évident partout. Exactement. Alors, on a un petit peu moins cette problématique-là de l'écartèlement des élèves. Ils sont majoritairement à l'école maintenant. Par contre, on a la problématique de pouvoir avoir du temps pour se rencontrer, puisque ces outils-là, ils sont extrêmement intéressants si tout le monde est autour de la table au même moment. Voilà, là, moi, je pense que la problématique là qui va être à régler, c'est trouver du temps ensemble. Là, on a du temps, mais voilà, faut vraiment le chercher, le temps. On n'a pas vraiment du temps long de travail à tous ensemble. C'est ça qui manque, je pense. Mais peut-être que ces outils, ça pourrait être l'occasion justement de réunir tout le monde autour de la table. Et je vous rejoins là-dessus parce que pour le coup, pour en avoir échangé un petit peu avec Nadège qui devait être là aujourd'hui, dans les choses qui restent complexes, dans le lien qu'on peut avoir entre les écoles et le médico-social autour des situations des enfants, c'est effectivement cette co-construction qui ne se fasse pas entre deux portes pendant une récré ou entre 11h30 et midi avant de partir en pause déjeuner sur un coin de table, parce qu'en fait, on a du mal à dégager le temps pour ça, parce que les uns comme les autres, on a nos fonctionnements d'établissement, que ce soit scolaire ou médico-social, et il va être nécessaire qu'à un moment on consacre ce temps-là à préparer l'accueil des enfants, parce que Mélanie parlait tout à l'heure des outils qu'on peut mettre en place.
on peut mettre tous les outils qu'on veut. Tant que les personnes qui doivent les utiliser auprès de l'enfant ne savent pas faire et ne comprennent pas à quoi ils servent, ils vont rester dans un placard, on reviendra la fois d'après, ils seront encore dans le placard. Et c'est facile quand même d'essayer, justement, avec vos collègues, avec les partenaires avec lesquels vous travaillez, de leur expliquer que ce temps-là, c'est aussi un temps qui aura du retour sur investissement, entre guillemets. C'est-à-dire que c'est peut-être du temps un peu plus long qu'on va prendre au démarrage, mais peut-être qu'on va gagner derrière pour l'ensemble de l'établissement. Et je pense que, enfin, je pense que vous me rejoindrez, mais que le fait d'avoir un support autour duquel se poser, c'est déjà plus concret que de se dire, on va parler de l'enfant, mais on ne sait pas par où entrer. Puis en fait, on parle de l'enfant lambda, dont il est question à cet instant, mais on ne parle pas du système en lui-même. Oui, ça dépend en fait, on va utiliser les outils en fonction des obstacles qu'on va rencontrer. À partir d'un obstacle, on observe ça. Qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour lever cet obstacle-là, quoi. Et c'est vrai que cette grille, justement, elle est aidante pour ça, quoi. Oui, parce que je reviens sur la question alors il y a un dispositif d'accompagnement qui est nécessaire pour la prise en charge de ces outils, mais les outils eux-mêmes, est-ce que vous avez identifié aussi des insuffisances, des manques, des choses peut-être qu'il aurait fallu ajouter, ou globalement, ça vous paraît plutôt complet, en tout cas, dans ce qui est proposé ici, dans ce premier kit, hein, Éléonore a dit que ça allait évoluer derrière. Alors moi, on a parlé des vidéos. Je pense que voilà, j'avais pensé aux vidéos parce que suite au colloque de Toulouse, je me suis aperçue que les gens ne pouvaient pas se rendre compte en fait que une petite fille trisomique en fauteuil roulant, elle pouvait aller à l'école comme tout le monde, quoi. Eux, ils me disaient, quand j'avais participé à l'atelier, ils me disaient non mais nous, nos enfants, ils sont pas comme les vôtres. J'avais envie de leur dire, mais si, en fait, on a les mêmes, mais on n'a pas les mêmes ambitions, c'est tout. Vous êtes sûr qu'il n'y a pas un gène en Eure-et-Loire, quelque chose qui fait que... Et du coup, oui, la vidéo rend concret. Voilà. Donc ça, pour vous, voilà, c'est quelque chose à amener, peut-être dans le futur, une réflexion là-dessus. Oui, dans ce que Christine. disait Éléonore sur la deuxième partie, effectivement, parce que le kit de démarrage, il est relativement complet, je pense, je rejoins, mais vraiment ces vidéos témoignages de c'est quoi le co-enseignement, témoignages de parents qui pourraient dire voilà, moi mon enfant il a été à l'école à tel moment de son parcours, il a pu progresser de telle et telle manière, ça lui a permis d'accéder aux loisirs en milieu ordinaire, à la cantine, aux anniversaires des copains, enfin voilà, toutes ces choses-là qui font la vie d'un enfant. Je pense que ça rendrait aussi plus lisible et moins idéaliste les choses, parce que je rejoins Mélanie, on s'est un peu senti extraterrestre à Toulouse en se disant waouh, effectivement on ne se rendait pas compte qu'on avait pris autant d'avance et que quand on a des gens qui mais en plus avec beaucoup de bonne volonté nous disent on est très fiers parce qu'on a des enfants qui sont inclus dans l'IME. Ok. Oui, il y a encore... Finalement, vous devriez être partie intégrante de ce dispositif d'accompagnement, d'aller parler à vos pairs, à vos collègues ailleurs, qui n'ont pas eu ce regard, cette expérience, toute cette démarche pendant 10 ans pour certaines. Et puis ces choses qu'on a pu faire, parce qu'on a été sollicité dans ce sens-là, mais au-delà de notre témoignage, je pense que les témoignages des écoles, ils sont hyper importants, et ceux des familles. Enfin, des enfants quand ils le peuvent, mais des familles qui vont venir parler de la plus-value pour leur enfant, de en quoi ça l'a aidé à progresser. Voilà, enfin moi la semaine dernière, on a eu des nouvelles d'un enfant qui est passé chez nous, qui a passé 3 ans chez nous, qui est sorti et qui cette année passe un CAP. Honnêtement, enfin, je trouve ça formidable, quoi, de me dire que cet enfant-là, il va passer un CAP du bâtiment, et il va aller travailler en milieu ordinaire en tant que peintre bâtiment, et que finalement, c'est pas parce qu'à un moment il a eu un parcours où il a eu besoin de soutien que ça lui a posé une étiquette sur le dos pour toute sa vie. Oui, et puis tu parlais de structure. Pour moi, c'est pas une vie pour un enfant de rester dans une structure enfermée. Alors c'est cocooning, hein, parce que voilà, il est en sécurité, mais la vie, c'est pas ça pour un enfant. Merci. Non, j'étais en train de voir si Maëva n'avait pas une question, mais pour elle, Maëva qui a passé un CAP aussi.
et dont la scolarité me disait, parce que moi je cherchais les problèmes, je disais mais t'es sûr, t'as pas eu des problèmes? Elle me dit non, non, moi ça s'est bien passé. Donc ils étaient en avance, c'était pas en Eure-et-Loire pourtant, mais bon après parce qu'elle est aussi très bien accompagnée par des parents, la famille, des gens qui ont accompagné ce parcours. Hein. Ça c'est vrai que la coopération, on y reviendra dans un instant, mais j'ai envie de voir si dans le public vous avez des réactions, des questions à poser aux intervenantes de terrain, parce que voilà, l'école pour tous... c'est pour toutes, là, en l'occurrence, mais vous le vivez au jour le jour. Voilà. Est-ce qu'il y a dans le public des questions? Est-ce que ça vous intrigue? Est-ce que si vous travaillez, il y a une question par là-bas, est-ce qu'on va vous amener un micro là, par exemple? Merci, Paolo. Je ne sais pas si vous allez pouvoir répondre à ma question, mais du coup, il y a le kit pour les 6-12 ans. Est-ce qu'il y a pour projet de faire un kit pour les 12-18 ans ou est-ce qu'il est déjà disponible? Alors, pour le coup, je pense que c'est plus Éléonore qui pourrait Oui, répondre à la question. On peut peut-être inviter Éléonore à nous rejoindre sur scène pour compléter aussi les questions pour la partie développement du kit. Parce qu'en plus, on l'a fait accélérer, mais elle a encore beaucoup de choses à vous dire, j'en suis sûre. Merci de nous rejoindre. Tu peux prendre celui-là. Je peux mettre là. Effectivement, pour l'instant, le kit a été fait pour l'école, je ne sais jamais si on dit primaire ou élémentaire, mais on a fait l'étude dans une école et dans un collège, donc on va faire la version collège. Dans l'étude, il y a des différences, hein, il y a des spécificités, mais globalement, ce sera un peu la même chose. Par contre, il faut changer tous les termes. On ne parle pas d'un directeur d'école, mais d'un principal. Voilà. Donc il y a un petit travail là aussi de traduction à faire, mais donc il va être également disponible parce qu'on a prévu les différents niveaux scolaires. Et à terme, ce qui serait vraiment super, c'est de pouvoir aussi faire l'école maternelle et puis le lycée. Mais ça, par contre, ça nécessitera probablement de mener d'autres études ou d'approfondir parce que ça n'a pas été fait dans l'étude initiale. Mais en tout cas, la version collège est bien attendue, effectivement. Et d'ailleurs, il y a, je ne sais plus si c'est l'une d'entre vous ou quelqu'un qui m'a dit en préparant, qui m'a dit c'est super ce qui cap école, mais il faut cap travail, il va falloir continuer parce qu'à tous les niveaux, effectivement, à tous les moments de la vie, on en a besoin. Ceux qui vont arriver, nos élèves qui vont arriver après, ils vont vouloir travailler en fait. Donc voilà, là, il va falloir travailler les transitions, mais je crois que c'est déjà ce qui est fait aussi en Eure-et-Loire, de ce travail sur les transitions, et il va falloir nourrir tout ça. Et il y a déjà beaucoup de travaux là-dessus aussi également. Ouais. Est-ce que quelqu'un d'autre voudrait intervenir, poser une question à nos intervenantes? Je sais que c'est l'heure pour le coup de la digestion, mais non. Vous êtes timide ou... Ah, il y en a, heureusement qu'on vous a. J'ai une question. Qui a choisi ce slogan « L'école pour tous » ? C'est pas moi. Circulaire de rentrée, j'entends. Ok. Il n'y avait pas moyen de pouvoir modifier ce slogan pour qu'il soit plus inclusif et qu'on utilise tous et toutes, si on part de ce principe qu'on est là pour inclure tout le monde? Ah voilà, ça fait écho. Ça fait écho. C'est vrai, merci pour cette question. Si on parle inclusivité, alors peut-être, je vois, c'est Céline Coton qui on peut peut-être donner le micro à Céline qui est juste devant. Je me permets juste une chose parce que j'ai entendu une réponse derrière. Effectivement, tous, c'est le genre masculin, c'est censé inclure tout le monde. Cependant, aujourd'hui, il est peut-être important de comprendre que les femmes autant que les hommes, donc nos jeunes filles comme nos jeunes garçons, sont au même niveau et donc bien comprendre. Voilà. Oui. Oh là là, ce débat sur ce débat. Donc l'école pour tout le monde, ça inclut tout le monde. Merci. Non, merci beaucoup en tout cas pour cette remarque. Céline, vous vouliez ajouter quelque chose peut-être sur ce sujet? Donc Céline, qu'on entendra dans un instant sur la coopération. En fait, déjà, on est passé effectivement d'école inclusive à école pour tous dans une circulaire. Et vous avez raison, il faudrait écrire toutes et tous. Et puis un jour, on dira école. Et comme ça, on ne se posera plus la question. Ça sera beaucoup plus simple. Voilà, c'est vrai que c'est toujours un peu compliqué entre vouloir simplifier, faire court. Et puis, effectivement, mais peut-être l'école tout court, ce sera la solution. En tout cas,
Je pense que le message est entendu. Et voilà. D'ailleurs, le kit s'appelle Cap École. Et on s'arrête là pour le kit. Cap École. Alors, si quelqu'un veut demander pourquoi elles ont mis un K à Cap École, c'est pour que les gens posent des questions dans la salle. On a une autre question, je crois, par là-bas. Oui, moi j'avais une question, c'est plus pour Éléonore. C'est vrai qu'on parle beaucoup quand même de l'école, donc premier degré. Je pense qu'on est certains être frustrés un petit peu de ne pas parler du second degré, voire du et après. Mais par rapport en tout cas à la recherche, est-ce que vous avez vu une différence entre l'école et le collège, des enjeux différents, des difficultés différentes? Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses positives et on prend, voilà. Mais c'est vrai qu'on s'interroge un petit peu par rapport aux différences qu'il peut y avoir dans le cadre de la recherche. Là, c'est vrai qu'on parle beaucoup de l'école, mais voilà. Est-ce que vous avez constaté Oui, effectivement, on est plus parti sur l'école, même si voilà, l'ambition, c'est de couvrir les deux, école et collège. Globalement, les principes d'inclusivité, là, les mécanismes activés chez l'enfant, les élèves, on n'a pas vu de différence notable. Là où il y a des grosses différences, c'est en fait dans le contexte. Et pareil, les conditions activées sont les mêmes, mais les contextes sont différents et effectivement, probablement plus difficiles. Premièrement parce que l'écart entre le niveau de l'élève et le niveau attendu par son âge ne fait que grandir souvent, sauf quand justement la scolarisation se passe très bien, etc., mais peut s'agrandir avec l'âge, donc les choses sont d'autant plus compliquées. Également parce que à l'école, il y a un enseignant. Au collège, il y a plein de profs. Donc, tout le travail qui doit être fait avec l'enseignant, tout ce travail, on a vu de dentelle, de coopération entre le professeur spécialisé, l'enseignant ordinaire, faut le faire x10 au collège. Donc, évidemment, les chances de succès sont un peu moindres parce que ça rejoue les choses. Voilà, donc c'est plus des différences comme ça, je dirais de contexte. Sinon, les principes sont les mêmes. Mais effectivement, ça nécessite encore peut-être par contre des réponses encore peut-être d'un autre niveau, d'une autre organisation pour tenir compte, là aussi, de ces contextes finalement qui sont différents et qui complexifient probablement un petit peu les choses. Ouais. Et pareil, l'équipe enseignante, dans une école, il y a quand même cet endroit, je crois, où vous vous retrouvez, voilà, puis il y a le conseil des maîtres, etc. Bon, il y a plus d'enseignants et de professeurs au collège, donc c'est plus compliqué pour créer, par exemple, cette ambiance. Et ça, c'est une des conditions. Donc la question, c'est comment on fait dans ce contexte-là. Les formations sont différentes aussi entre le primaire et le secondaire. En tout cas, pour éviter la prochaine question, on peut appeler ça le conseil des maîtres et des maîtresses. Comme ça. C'est pas ça. Alors, juste une question de méthodologie, puisque dans le kit, il est noté qu'il y a une grille à utiliser qui est utilisée par l'équipe pluridisciplinaire de l'école, donc pour évaluer les différentes dimensions. Est-ce que vous avez des retours d'expérience sur la manière dont ça s'est mené, sur la réception, par exemple, de l'école par rapport à cette démarche, ou pas ? Nos invités vont vous répondre. Ce qui est compliqué, c'est qu'effectivement, la grille en tant qu'outil final a été découverte plutôt après coup. Donc les retours d'expérience sont encore balbutiants, j'ai envie de dire, peut-être. Nous, sur le DAM Borromée de Baie, on ne l'a pas encore utilisé, donc on ne peut pas avoir un retour d'expérience. Après, elle répond à pas mal de questions qu'on échangeait déjà avec les écoles, mais on n'avait rien de formalisé jusque-là. Oui, c'est pareil, nous on est à l'initiative de la grille. Donc, En fait, le retour, effectivement, si je peux me faire la porte-parole, mais c'était, en fait, ça reflète bien, de ce que j'en comprends, tout le travail que vous faites. Et donc, de ce point de vue-là, vous pensez que le retour d'expérience va être plutôt positif, puisque vous dites, bah oui, c'est vraiment ça, c'est les problématiques qu'on avait, ça a été bien identifié, c'est bien posé. Mais voilà, après, qui va l'utiliser, ce sera peut-être pour la journée nationale 2. Oui, justement, c'est là, on en est là. Maintenant, on voudrait pouvoir aller dans l'étape d'après, qui est celle-là. Quand elle est utilisée sur le terrain, qu'est-ce qui se passe? Voilà. Il n'y a plus qu'à. On a une question, encore une dame dans le fond. Alors moi, c'est quelque chose que je voudrais demander à Alice, dans son rôle de directrice d'école, interlocuteur en fait de toutes les familles.
est-ce qu'il y a, au regard de cette façon de travailler, est-ce que vous avez senti des modifications dans le regard des autres parents par rapport à ces enfants, dans leur façon de participer à l'école, dans la façon de se représenter votre travail pour cet enfant? Des autres parents, c'est ça? Oui, c'est ça. Oui. Alors au départ, quand Noah est arrivé, est réarrivé, puisqu'il a commencé sa scolarité à Baudreville, après il est allé en JES et il est revenu à l'école de Baudreville en CP, il y a eu quand même quelques réticences de parents, il y a eu des inquiétudes. Et puis je pense que le temps fait son œuvre, et puis maintenant, c'est l'école, pour les parents, pour les nouveaux parents, l'école elle est comme ça maintenant, donc j'ai l'impression qu'il n'y a plus de soucis. En tout cas, j'ai pas de retour de parents qui me questionnent. Alors après, on en parle aussi en réunion de rentrée. On explique comment fonctionne le DAM, ce qu'on fait. On présente les éducatrices, on présente les enseignantes spécialisées. On présente parfois les enfants. Ça dépend du profil de l'enfant. Des fois, c'est juste un enfant de la classe et on ne va pas le présenter particulièrement. Parfois, si, parce qu'il y a des particularités importantes et puis qu'on va, par exemple, avec la classe, travailler sur le Makaton, par exemple. Donc, il faut expliquer pourquoi. Mais non, les parents, ils disent rien. Maintenant, c'est rentré dans les habitudes de l'école. Après, au fur et à mesure, ça devient une plus-value finalement d'avoir les professionnels du DAM qui viennent à l'école, parce que en tant qu'enseignante spécialisée, on intervient aussi dans la classe et on intervient auprès de tous les élèves de la classe. Et ça, on le fait comprendre bien aux parents. Après, ça met du temps, hein, mais on est de mieux en mieux identifiés et puis ils savent pourquoi on est là. On est là pour aider tous les élèves en fait. Et puis la plus-value que moi, je n'avais pas imaginée au départ, c'est que ça fait monter en compétence les enseignants énormément, puisqu'on travaille avec d'autres corps de métier, ce qu'on ne faisait pas du tout. Moi, je suis enseignante depuis 22 ans, donc au début de ma carrière, on ne le faisait pas du tout. Et voilà, on monte en compétence, les élèves aussi, tous les autres élèves aussi, je trouve. Voilà, il y a quand même beaucoup de positifs là-dedans. Oui, ça rassure aussi les enseignants. Alors, parfois, ça rassure les enseignants d'avoir un autre enseignant dans la classe pour avoir un autre regard et du coup, ça monte en compétence. Après, pour d'autres enseignants, ils peuvent considérer ça comme quelque chose de violent, d'avoir une autre personne dans la classe. Ils se sentent jugés. Alors, au départ, je pense que c'est ça. C'est très humano-dépendant. Enfin, la relation, elle se construit petit à petit. Il ne faut pas arriver avec ses gros sabots et dire moi, je reste dans la classe et puis j'interviens. Voilà, ça se fait progressivement. Au début, oui, j'ai eu un rôle d'AESH. Je ne vais pas mentir. Au début, j'étais à côté de l'élève. Puis petit à petit, je gravitais avec les autres élèves qui étaient autour de moi. Et puis finalement, après, j'apportais des outils à l'enseignant pour les autres élèves. Et puis après, je pouvais slalomer dans les rangs. Et puis après, je proposais à l'enseignant de prendre la classe et que lui était avec l'élève. Voilà, tout ça, ça se fait c'est petit à petit. Hein, c'est pas en une année. Mais je pense qu'il ne faut pas imaginer qu'on puisse en arriver là au bout de 6 mois, alors que nous, on a mis 10 ans. Je ne pense pas. Ouais, sacré taf. À moins qu'il n'y ait une autre petite question, on va avancer dans cet après-midi. Et du coup, voilà, je pense qu'on a l'air d'être plutôt pas mal. Mesdames, merci beaucoup.